Bienvenue pour ce 9e épisode sur le thème des repas en alimentation carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie a participé à quelques interviews sur la chaîne de Ulrich Génisson, Eat Fat to Be Fit, sur la chaîne carnivore de Raphaël, Raph Carnivore, et je l'ai moi-même interviewée dans le cadre des troubles du comportement alimentaire. Donc je vous mettrai les liens de toutes ces interviews en barre de description. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans ton assiette. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Sophie, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Est-ce que tu veux bien nous dire depuis combien de temps es-tu en carnivore? Comment se passait ton carnivore au début? Comment a-t-il évolué? Tu peux aussi rappeler brièvement quand même d'où tu viens, sur le contenu de ton assiette, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment. J'ai commencé le carnivore le 4 avril. On est en 2024, donc 2023. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Ça passe vite. Et j'ai commencé du jour au lendemain. Et avant ça, j'étais une. Je sais pas s'il y a un terme pour définir ça en fait. Je sais que c'est un profil que je rencontre souvent, donc j'étais pas la seule à être comme ça, mais très soucieuse de bien manger selon les repères que j'avais de ce qu'était bien manger, c'est-à-dire énormément de légumes. Je pense que mon plat de prédilection, c'était les énormes salades, mais j'avais un plat central en fait qui était juste une énorme salade et je faisais en sorte de mettre tout ce dont j'avais besoin dedans. Et tout ce dont j'avais besoin dedans, selon moi, à l'époque, c'était 0 gras, parce que je ne mettais pas de vinaigrette, je ne mettais pas d'huile, je mettais que du vinaigre. Et donc 0 gras. En termes de protéines, je mettais par exemple une demi-boîte de sardines par salade, parce que une c'était trop, les sardines c'était gras. Et ou alors j'allais mettre genre une tranche de jambon ou un steak, c'était un demi-steak, quand je mettais des protéines animales. Et sinon, je faisais en sorte qu'il y ait un truc genre quinoa, tofu, des trucs comme ça, mais sans que ce soit trop non plus. Voilà, et globalement, je mangeais la même chose tout le temps, c'est-à-dire des énormes salades. Et par exemple, l'hiver, j'allais le soir, donc je mangeais ça midi et soir, hein. Et l'hiver, j'avais aussi mes grandes périodes soupe, donc je mangeais mes légumes chauds et moulinés, quoi, mais c'était toujours un peu la même chose. J'adore le fromage, mais j'en mangeais peu. J'ai eu des périodes où j'en mangeais plus, mais après, comme je voulais maigrir, en tout cas pas grossir, bah, je faisais attention au fromage. Et j'adorais le pain, mais pareil, j'avais réduit aussi le pain, enfin tout ce qui est farine, tout ça, parce que c'était pas bon pour la ligne et pour la santé. Donc j'étais arrivée à manger des énormes saladiers de salade midi et soir. J'ai fait ça pendant longtemps, des années en fait. Voilà. Et ensuite, donc, tu es passé directement, sans passer par le cétogène, à du carnivore, carnivore, 100% carnivore. Ouais, et quand je suis passée en carnivore, je ne savais même pas, en fait, le lien entre le carnivore et le cétogène. Je m'étais jamais renseignée plus que ça sur le cétogène. J'en avais entendu parler parce que, bien évidemment, en me souciant un peu de la nutrition, parce que j'ai toujours été passionnée par ça. Enfin, chez moi, j'avais les livres des super aliments, comment manger équilibré, healthy, et j'en passais des meilleurs. Donc, j'avais des collections de trucs pour faire avec des céréales complètes. Donc, j'ai quand même toujours été intéressée par la nutrition, mais autant je me suis intéressée aux IGBA, par exemple, et à différents types d'alimentation ou de régime, autant le cétogène, je suis complètement passée à travers. Voilà, je connaissais le nom, mais je m'étais jamais penchée là-dessus. Et quand j'ai commencé le carnivore, j'ai vraiment commencé le carnivore en mode faut que je fasse ça parce que c'était suite à une inflammation. Donc je me suis dit il me faut un régime anti-inflammatoire. Mes recherches ont fait qu'on convergeait vers le fait qu'une alimentation carnivore serait un régime anti-inflammatoire. Donc en fait, je me suis pas posé de questions. J'y suis allée du jour au lendemain en mode je fais un régime anti-inflammatoire pour ma hanche.
Et c'est après, en fait, une fois que j'étais dedans et que du coup, en m'y mettant, j'ai continué à creuser pour comprendre ce que c'était. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris plus ce qu'était le régime carnivore et surtout son lien avec le cétogène. J'ai tout appris après, en fait. Enfin, après. J'ai appris en commençant, en cours de route. Oui, alors donc du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que ça a évolué depuis ton premier jour de carnivore à maintenant? Qu'est-ce que tu as pu expérimenter? Est-ce que ton assiette, elle s'est modifiée? On parlera aussi, j'aime bien aborder cette question avec les invités, du jeûne intermittent. Je sais que tu t'as exploré plusieurs options, mais est-ce que ton assiette, elle est restée sensiblement la même ou elle a évolué au cours de cette année et demie? Elle a évolué. Forcément, parce que quand j'ai commencé le carnivore, du coup, moi, je savais pas manger de la viande. Donc en fait, quand j'ai commencé le carnivore, l'idée, c'était: «Mais qu'est-ce que je vais manger, en fait?» Parce que, 1, j'y connaissais rien, 2, j'avais envie de rien, en fait. Enfin, j'avais pas d'appétence particulière pour tout ce qui était, carné. Donc j'ai commencé avec, comment ça s'appelle? Du lard, alors que je pouvais pas manger de gras, hein. Mais je me suis dit: «S'il faut s'y mettre, faut s'y mettre», parce que j'avais vu quand même qu'il fallait manger gras. Et du coup, j'ai commencé avec du lard, mais que je faisais griller à fond pour pas sentir en fait le côté gras. Et j'ai commencé avec ça, des œufs et puis simplement des steaks, en fait, des choses qui me paraissaient simples. Et j'ai mangé beaucoup ça au début. Attends, c'est bien simple, hein, j'ai mes feuilles de ce que je mange. Mais c'était ça, ouais. Lard, œuf. Et j'ai commencé avec de l'avocat. Il y avait quand même un petit peu d'avocat. Mais tu vois, lard, œuf, bœuf haché, fromage. Je mettais un petit peu de fromage. Lard, œuf, steak, lard. J'ai mangé un peu de foie. Et ouais, c'était ça. Tu vois, du bœuf haché. Au début, j'étais un peu paumée en fait, parce que manger autant de produits animaux, voilà. Et du coup, j'ai commencé vraiment simple comme ça. Et ça a évolué dans le sens où moi, j'adore cuisiner. Enfin, j'ai toujours, tu vois, même mes salades, fallait qu'elles soient belles. Enfin, moi, j'aime bien quand faut que mon assiette elle ait de la gueule, sinon j'ai pas envie de manger en fait. Et donc j'ai toujours été comme ça. Et en fait, là, assez rapidement, même avec les produits animaux, en fait, j'ai commencé à varier et à essayer des bouts de viande, à me renseigner aussi sur les abats. Et ce qui était compliqué aussi, parce que étant donné que pour le moment, je suis en Espagne, en fait, quand j'ai commencé ça, j'étais déjà en Espagne et du coup, je trouvais pas ce qui me semblait facile à trouver en France, j'avais du mal à le trouver ici. J'ai beaucoup de mal à trouver des abats. J'ai beaucoup de difficultés à trouver, par exemple, des os à moelle, mais je savais pas si j'aimais. Donc, en fait, dès que je trouvais un truc, dès que j'arrivais à trouver en fait, j'achetais dès que j'arrivais à trouver un truc bizarre en me disant: «Je le mets dans mon sac et je verrai bien». Après, je cherchais sur Google, tu vois, comment cuisiner. J'avais acheté assez tôt dans mon carnivore, j'avais acheté, je sais plus comment ça s'appelle, mais un ensemble poumon, foie, cœur d'agneau ou un truc comme ça, et qui se vendait en barquette. Ça a un nom, mais j'ai complètement oublié ce nom-là. Et je suis rentrée avec moi, chez moi avec ça, et j'ai cherché je sais pas combien de temps sur Internet, parce que j'arrivais pas à trouver comment le cuisiner, quoi. Et du coup, au final, je l'avais fait, c'était super bon, mais j'ai tout fait comme ça en mode, dès que je trouvais quelque chose, particulièrement un abat, dans ma tête, de toute façon, c'était pas bon. C'est dans ma tête de ma vie d'avant. C'était quelque chose qui était pour moi, et du coup, par principe, dès que je trouvais un abat, je le mettais dans mon sac et j'étais là: «Tu vas chercher et tu vas voir comment le cuisiner». Et en fait, je me suis vraiment éduquée, toute seule comme ça, avec, à la base, la détermination de pouvoir manger des choses nouvelles que psychologiquement j'avais rejetées jusqu'à maintenant, étant persuadée que c'était mauvais pour ma santé. Et comme j'ai fait très très rapidement, je suis tombée sur Sequoia Santé, j'ai fait la formation, donc je me suis retrouvée très très rapidement sensibilisée à ça et à l'importance du coup de manger gras d'un côté, de manger aussi des abats et d'avoir un panel de nutriments dans l'assiette. Donc, vu que je l'avais fait, moi, pour une raison médicale à la base, d'emblée, je me suis mis une pression, entre guillemets, hein, mais un objectif, on va dire, plus qu'une pression, de me faire des assiettes santé plus que des assiettes carnivores, tu vois. De me dire, là, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'il faut dans mon assiette, il faut que j'aide ma hanche à aller mieux,
il faut que ça fonctionne en fait. Donc ton écœurement du gras, ta vision que c'est pas bon de manger ça parce que c'est gras, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Je me suis écœurée hein, devant des assiettes en mode la première fois que j'ai fait de la cervelle, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil, mais je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai mangé, j'ai trouvé ça bon, même si j'étais écœurée. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière où je mangeais un steak tartare. Je me suis fait pour la première fois un steak tartare la semaine dernière et je me suis retrouvée devant mon assiette avec 2 parties de moi. Une partie qui était écœurée de voir ça dans l'assiette et une autre partie qui était en train de manger et qui trouvait ça hyper bon. Et c'est très déconcertant comme sensation en fait, d'avoir les 2 trucs en même temps devant l'assiette. Oui, Donc j'ai lu aussi voilà. dans une de parce que je regarde et d'ailleurs pour les personnes qui ne connaissent pas ton Insta, je vous invite à aller regarder, les assiettes de Sophie qui sont toujours, très appétissantes. Mais il y avait une assiette, c'était assez récemment, où tu disais que tu avais acheté un morceau de bœuf où il y avait beaucoup de gras et que tu avais encore de la peine à manger, ce gras très visible comme ça, dans Ouais. les parties du bœuf. Ouais, 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 ça me le fait, et pourtant, au goût, ça passe bien. C'est pas que je suis écœurée au goût ou quoi que ce soit, mais c'est de le voir et de réaliser, en fait, tout ce gras dans mon assiette, même après 1 an et demi, même si ça me le fait beaucoup moins. Parce qu'au début, c'était challenge à chaque assiette. C'est-à-dire qu'à chaque assiette, il fallait que je me pose, que je me dise: «Je fais ça pour mon bien». J'ai dans la formation Sequoia, c'est des médecins, ils disent que c'est bon pour la santé, donc psychologiquement, en fait, j'essayais de me convaincre et je me suis convaincue, hein, parce que je sais pas si ça se dit, mais puisque j'y suis arrivée, mais c'était vraiment un exercice au quotidien devant chaque assiette, ne serait-ce qu'avec un bout de lard, hein, parce que moi, le lard, avant, c'était hors des questions. Avant, je décapsulais dans les saucissons, j'enlevais les bouts blancs, quoi. Donc, c'est pour dire d'où je viens. Hein. C'est, euh, je démontais tout. Si je devais manger de la mortadelle ou quoi que ce soit, je démontais les trucs blancs. Et si je pouvais pas, comme par exemple une tranche de salami, même si c'est dégueulasse, mais je pouvais pas y avaler. Tout ce blanc-là, c'était. Mais j'avais un réflexe vomitif en fait. Hein. C'est Mmh. ma mère pourrait en témoigner tellement je l'ai saoulée avec ça, quoi, à avoir vraiment un réflexe vomitif. Donc, je viens de là, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je mange, même si effectivement, par exemple, un bout de bœuf où il y a un gras qui est, enfin, où la proportion gras-viande est disproportionnée pour moi, je vais avoir vraiment du mal. Mais je vais réussir à le manger en coupant en petits bouts. Donc là, dans ces cas-là, je coupe et en fait, je recompose mon assiette pour que ça soit moins, visuellement, moins, que le gras soit moins prégnant, en fait. Donc, je vais couper et je vais manigancer mon assiette de telle manière à ce que la viande couvre un peu le gras et le fait est que j'arrive à le manger, quoi. Et est-ce que tu consommes alors j'ai la réponse, mais donc toi, tu es plutôt, favorable, enfin tu supportes bien, les produits laitiers, mais par contre, tu les manges, j'ai l'impression vraiment, en petite quantité? Je sais pas. Ça, les produits laitiers, pour moi, ça reste une énigme. J'en mange. Déjà avant le carni, j'adorais les produits laitiers, enfin voilà, mon fromager pour en être témoin tellement, enfin c'était passionnel comme le pain en fait. J'adore l'histoire des fromages, enfin et puis j'aime les bons fromages, hein. J'aime pas, les produits laitiers pour les produits laitiers. Je peux pas boire de lait parce que ça m'écoeure. Depuis je crois depuis l'adolescence, je peux plus boire de lait. Autant j'en ai bu gamine, mais il y a eu un moment, assez jeune où le lait ne passait plus du tout et donc les produits laitiers, ça se résume au fromage. Et donc moi j'ai commencé mon carni avec du fromage, sans trop me poser de questions. Je pense que ça passe bien, même si je me demande certaines fois si ça me crée pas un peu des aigreurs d'estomac, mais je suis pas sûre que ce soit tous, et c'est pas tout le temps, mais des fois où j'ai un peu comme des remontées acides légères, quoi. Je me dis tiens, ça me gêne pas plus que ça, mais je me dis tiens, à quoi ça serait dû? Je me dis peut-être que c'est le fromage, par exemple. Ça et la charcuterie, je me demande aussi,
Si des fois, c'est pas la charcuterie, mais il y a des moments où voilà, j'ai des petits inconforts. Je sais pas si c'est lié au fromage ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'en mange ou j'en mangeais un petit peu tous les jours, sauf si, par exemple, je me fais, un camembert au four mais ça va être exceptionnel, tu vois? Ça va être un dimanche mais sinon, je vais avoir un petit bout et quand je dis un petit bout, c'est quoi? C'est 15-20 grammes de fromage, dans mon assiette, mais quasiment quasiment tout le temps. Par exemple, j'allais dire, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé, mais à midi, j'ai un vieux roquefort qui traîne dans mon frigo. Et à midi, je me suis fait cuire un bout de bœuf, je ne sais pas comment ça s'appelle, un bout mijoté que j'ai fait poêler, là, avec du cartilage au milieu, je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est de la poitrine de Ouais, bœuf. voilà. Donc j'ai dû me faire ça à midi. Et ben comme j'ai un vieux roquefort qui est en train de sécher, j'ai coupé une fine tranche, mais il doit y avoir quoi? 15 grammes maximum, puis je l'ai émietté dessus. Donc ça m'a fait un peu de goût. Voilà, mais je vais manger le fromage comme ça. Je pense que je le supporte bien, bien que, voilà, certaines aigreurs, je ne sais pas si elles peuvent être liées à ça ou pas. Par contre, la question que je me pose, qui reste en suspens, c'est par rapport à la potentielle sécrétion d'insuline que ça pourrait causer et donc la prise de poids. Et ça, Oui, pour moi, c'est... j'ai entendu, enfin, j'écoute moi des fois que les replays, donc du coup, j'ai pas le tant que je travaille, je ne peux pas écouter ce qui se passe en off. Mais à plusieurs reprises, alors au fil des mois, hein, c'était pas récurrent, mais il y a eu plusieurs fois où tu avais dit que tu te pesais à ta salle de sport, donc pas forcément chez toi, et que tu avais remarqué des prises de poids. Mais après, je ne sais pas, comme je n'ai pas suivi, si c'était une prise de poids temporaire après que tu l'aies reperdu, ou si depuis ton carnivore, tu n'as fait que prendre un peu de poids. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau de cet aspect-là? Eh ben ça, c'est mon drame du carnivore. C'est quand j'ai commencé le carnivore, j'ai perdu du poids. Donc j'ai commencé le 4 avril, je dirais que j'ai perdu du poids, on va dire, jusqu'à l'été, la fin de l'été. À partir de la fin d'été, enfin j'ai perdu du poids, on va dire de avril à, juillet. Je pense que ça a dû stabiliser en août, à quelque chose près et à partir de la fin de l'été, j'ai remarqué que je prenais du poids, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je voyais ça parce que régulièrement à ma salle de sport, moi j'ai pas de balance ici, donc à ma salle de sport, il y avait une balance et je me pesais genre une fois par mois et tout et puis j'ai vu que je prenais du poids. Je me suis dit: «Oh, ça doit être des muscles, je mange des protéines, je fais du sport», et puis j'ai commencé à me peser un petit peu plus et j'étais: «Ah non, mais je prends du poids». Puis là, je commençais à me dire: «Non, mais j'ai l'impression que je grossis quand même». Donc je vérifiais sur la balance et effectivement, je prenais du poids. Et là, du coup, j'ai flippé parce que c'est pas comme si je venais de troubles alimentaires, donc j'ai arrêté de me peser. Ça a été radical. J'ai dit: «Là, j'arrête de me peser», mais toujours avec ce truc en arrière-plan: «Je prends du poids, je prends du poids». Et en fait, oui, je prenais du poids et je pense que j'ai continué à prendre du poids et je pense que je continue à prendre du poids puisque, par exemple, je suis partie, récemment, je suis partie 3 semaines et quand je suis revenue et que j'ai voulu mettre un short, je ne rentrais plus dedans et ça, pour moi, ça a été l'horreur. Je ne peux pas me peser, je n'ai pas pu me peser parce qu'entre-temps, j'ai changé de salle de sport et dans ma nouvelle salle de sport, je n'ai plus de balance à disposition et que je n'ai toujours pas de balance chez moi. Mais je sais dans mes vêtements que j'ai pris du poids. En tout cas, non. Je vais dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas pris du poids. Peut-être que si, mais j'en sais rien, je ne peux pas le vérifier, mais j'ai pris du gras. Ça, c'est sûr et certain. Même si je peux prendre du poids, du moment que c'est du muscle et que je suis sculptée, entre guillemets, ça ne me dérange pas en fait. C'est pas le poids qui me Oui, bien sûr, dérange en soi. c'est ta silhouette en C'est général. ma silhouette et ma silhouette, je vois bien que ma silhouette, elle est plus grasse qu'avant et je le vois parce que, particulièrement d'en bas, parce que j'ai toujours été assez fine, du haut et je vois que, par exemple, je passe plus mon short, que, je suis revenue en bus, dimanche, alors, lié à mon gras ou pas parce que j'étais confortable dedans, mais j'ai déchiré mon pantalon, enfin au niveau de la cuisse en plus, oh et pour de vrai, enfin sous la fesse, pas du tout déchiré, par exemple au niveau des fesses ou un truc où tu te penches et ça fait crac, pas du tout. Ça c'est, entre la fesse et la cuisse, horizontalement, il s'est coupé en 2, un truc de dingue et j'ai pas pu m'empêcher de dire: «Non mais j'ai vraiment trop grossi quoi». Alors que, enfin je me sentais bien dedans donc je sais pas si c'était lié, à ça ou pas. Mais du coup, c'est quelque chose qui me soucie sans que je dis ça, je suis pas non plus, grosse, hein, je suis pas devenue grosse, mais
je vois que je prends du gras et mon souci, c'est de, puisque je prends du gras, que je sais pas vraiment pourquoi, en fait, à quel moment ça va s'arrêter. Et c'est un processus qui est assez lent parce que ça a commencé enfin, j'ai commencé à «m'en plaindre» entre guillemets fin d'été dernier et donc ça fait 1 an, ça fait plus d'1 an, hein, que je suis dans ce process-là et je suis pas obèse aujourd'hui, donc je prends pas 2 kilogrammes par mois, hein, c'est pas la question, mais je vois bien que ma silhouette qui s'était affinée au départ, est beaucoup moins «fine» entre guillemets, mais je pour le moment, j'ai une position où je garde confiance parce que je me dis que mon corps doit pouvoir, doit devoir en passer par là, en fait, pour se réparer. Si ça Mais, peut te rassurer, moi j'ai vécu, un peu la même chose. Bon, à l'époque, je communiquais pas, sur les réseaux sociaux, sur ça, mais j'en parlais sur le groupe Carnivore France. Moi, les 2 premières années, heu, bon là, au tout début en cétogène, j'ai perdu, 3-4 kilogrammes d'eau, comme tout le monde et après en fait, bah, j'ai yoyoté dans une fourchette haute de mon poids. J'étais pas non plus obèse, mais j'avais la volonté, de m'affiner et j'expérimentais beaucoup de choses, plus de gras, moins de protéines, plus de protéines, moins de gras et en plus, je trouvais, que c'était, vraiment super injuste parce que je trouvais que les autres, il y avait plein de gens qui avaient des super résultats et moi, je galérais avec ça et en fait, c'est vraiment, il y a eu un premier levier, quand j'ai commencé à prendre plus de sel, à m'apercevoir qu'il y avait besoin de sel, mais il y a eu un autre levier, bah, ça a été, bah, l'année 3. Donc tu vois, là, je suis un peu plus de 3 ans et demi où, moi, j'avais tendance, à l'hyperactivité quand même, enfin, je faisais du sport pour le plaisir et de l'activité pour le plaisir, mais il y avait quand même un petit reliquat, trouble du comportement alimentaire où il faut se dépenser et tout ça. Et le fait d'avoir, alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas sans rien changer spécialement à mon alimentation, j'ai baissé mon activité et là, franchement, mon poids de forme, il est dans sa fourchette basse, quoi que je fasse. Et alors peut-être que ça a été parce que j'ai pas repris de sport intense, je marche, je fais du mouvement, je me bouge si tu veux, mais j'ai l'impression que quand même, pour certaines femmes qui ont un métabolisme quand même pas mal endommagé, il faut quand même s'armer de patience. Et 1 an et demi, c'est encore assez jeune dans le carnivore. Et probablement ce que tu viens de dire, il faut te laisser encore du temps pour que certaines choses se réparent au niveau hormonal. Enfin, je sais pas trop, moi je suis pas spécialiste, mais. ouais, bah, enfin, moi non plus, hein, je suis pas spécialiste. Je peux que voir ce qui se passe pour moi, en fait et comme, j'ai vu pas mal de témoignages, dont, le tien, là, ce que tu viens de réexpliquer, mais, c'est sûr que quand tu vois, des témoignages de personnes pour qui ça se passe super bien, des personnes qui mangent une plaquette de beurre par jour et puis, elles sont super fines. Enfin, tu as plein de youtubeuses aussi, voilà, c'est des Barbies, tu les vois, tu dis: «Waouh, elle mange carnivore, l'autre elle te croque dans le steak, elle te mange la plaquette de beurre». Je veux dire moi enfin, j'en suis pas là, quoi et tu te dis: «Waouh, ça fonctionne» et puis, moi je mange, j'en suis pour le moment et je me raisonne pour ne pas me restreindre, en fait, parce que je me connais et je sais que prendre du poids pour moi enfin, tu peux pas faire pire. Je veux dire, c'est ma phobie, c'est la phobie de ma vie, mais de me dire: «Bah, je prends du poids, OK». Comme je dis, ça fait 1 an. C'est pas 2 kilogrammes par mois parce que sinon là, je serais largement plus grasse que ce que je ne suis, là. Mais comme tu dis, je yoyote un peu, dans la marge haute du poids que j'aime pas faire, en fait. En tout cas, c'est pas mon poids de forme dans lequel je me sens bien. Je le sens au sport, par exemple, où je sens que voilà, mon poids me gêne, mon surpoids entre guillemets «léger», hein, je précise, mais je sens que ça me gêne et en même temps je je garde la foi, je vais le dire comme ça, de me dire, ben parce que je me restreindrai, en fait. Je le sais. Je veux dire, toute ma vie, ça a été ça. Dès que j'ai pris du poids, j'ai pris peur, je me suis privée de bouffe, en fait, hein.
Donc, et là, de me dire non, je continue de manger, non, je ne baisse pas mes doses, non, je continue de manger gras. Par contre, j'arrête de rajouter du gras, parce qu'à un moment, on m'a dit mange plus de gras, mange plus de gras, mange plus de gras. J'ai mangé plus de gras parce que justement, bah, tu prends du poids, oui, mais c'est que tu manges pas assez gras. Donc, j'ai mangé plus de gras et là, j'ai fait un bond. J'ai dit, ah, non, 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 enfin, je veux bien manger gras, mais je vais pas me forcer à manger du beurre parce que là, pour le coup, je gonflais à vue d'œil, entre guillemets. Donc là, je mange gras. Par exemple, ma viande d'à-midi, c'est un bout gras avec du cartilage, mais bon, il y a tout le gras autour. Et j'ai mangé un peu de beurre avec, malgré tout, quoi. Mais c'est la vigilance que j'ai, c'est de me dire: «Fais gaffe de pas te restreindre» et je sais pas jusqu'où ça va aller, cette prise de poids, mais si je me restreins, si je suis amenée à devoir me restreindre, c'est que l'alimentation pour moi est un échec. Donc je refuse de me restreindre parce que la philosophie, que j'ai par rapport à l'alimentation là, c'est que c'est censé être, je suis convaincue que c'est l'alimentation qui nous convient en tant qu'espèce humaine et que c'est ça qu'il nous faut, c'est ça dont notre corps a besoin, c'est ça qui «nous répare» entre guillemets, qui va nous soigner, qui va nous faire aller bien et qui va, optimiser notre longévité et ça, en fait, c'est la conviction que j'ai depuis le début et c'est ça qui, depuis le début, me pousse à me réadapter au gras, à être déterminée, à passer les paliers pour justement me réadapter à ce qui est censé être mon alimentation naturelle. Donc, avec une philosophie comme ça, je me dis que si je dois me restreindre pour perdre du poids ou autre chose, ça veut dire que c'est pas mon alimentation naturelle. Donc, dans ma tête, en fait, je me dis, tu te restreins pas, tu continues, tu fais confiance au processus. Il doit y avoir des choses à réparer et je le sais, hein, hormonalement, c'est clair et net. Et après, ça va se réaffiner, en fait. Et dans ma tête, vraiment, je me focalise sur cet objectif-là parce que sinon, je retombe dans mes travers et je le sais. Et là où je peux le valider, donc à chaque fois, je viens chez toi, je vais faire des coming out, ça va être sympa. Mais hormonalement parlant, et je pense que c'est important, même si c'est un sujet qui est extrêmement difficile pour moi, mais je pense que c'est important de le dire parce que ça doit toucher d'autres personnes et que je trouve que c'est complètement con que ce soit un sujet tabou. Mais moi, ça faisait 12 ans que j'étais en aménorrhée. 12 ans, sans cycle. Et le mois dernier, j'ai à nouveau eu, alors, on va dire un cycle, une menstruation, le 11 octobre pour être précis. Et dans ma tête, je me dis: «Mais attends, waouh, quoi». Ça faisait plusieurs mois que, on va dire qu'au niveau, abdominal symptomatique, que j'avais des périodes dans le mois où je me disais: «Tiens», mais il se passait jamais rien. Donc je me disais: «C'est moi qui fabule, enfin, c'est lié à un autre truc», mais où j'avais des sensations bizarres et ça fait déjà plusieurs mois. Sauf que du coup, le fameux 11 octobre, là, je me suis dit: «Oh mon Dieu!» et ça, dans ma tête et dans le processus que je suis en train de suivre là, je me dis: «Putain, mais heureusement que j'ai pas lâché», tu vois? Mmh. Heureusement que j'ai pas recommencé à me restreindre, heureusement, tu vois? Mais ça me touche de dire ça, voilà. C'est de me dire, j'ai encore un peu peur que ce soit un phénomène isolé, tu vois? On va voir ce qui se passe en novembre, mais dans ma tête, je me dis: «Alors attends, c'est un accident, c'est un espèce d'épiphénomène qui est là au milieu, faut pas que je m'emballe, voilà, c'est sorti de nulle part, ça va repartir comme c'est venu». J'en sais rien, en fait. Mais Après, le fait est que c'est arrivé, tu vois? Et dans ma tête, je me dis: «Ça vaut le coup, même si je prends du poids» et puis je prends pas du poids n'importe où. Je veux dire, j'ai pris autour des hanches, j'ai pris autour de la taille, j'ai pris du gras de femme, en fait, mmh. tu vois? Qui est disgracieux pour moi parce que je trouve que c'est trop. Ça me dérange pas d'avoir des hanches et ça me dérange pas d'être, je veux dire d'avoir des formes. Ce qui me dérange, c'est que ce soit pas ferme, en fait. Tu vois? Que je sente que, pour moi, c'est trop gras et en même temps, je me dis: «C'est pas n'importe où, quoi». J'ai pas pris, de la bedaine, j'ai pas pris du gras sous les bras, j'ai pris du gras féminin, en fait et du coup,
j'ai retrouvé au moins un cycle. On verra bien si c'est quelque chose qui se répète ou pas, mais c'est une victoire. Mais en même temps, c'est un paradoxe. Ah oui, alors du coup, s'il faut que j'ai des cycles, ça veut dire qu'il faut que je sois mal dans ma peau? Ou est-ce que c'est la condition pour que je retrouve mes cycles et qu'après mon corps, du coup, va lâcher, entre guillemets, prise et va s'autoriser à s'affiner sans danger, en fait? Alors oui, si je peux ajouter quelque chose, moi, à un moment donné, j'ai traversé, mais vraiment exactement la même période que toi. Et seulement, moi, le côté positif. Alors moi, j'avais mes cycles qui ont été anarchiques pendant très longtemps. J'ai eu plusieurs années d'aménorrhée aussi, mais entrecoupées de cycles très irréguliers. Dès le début du carnivore, moi, c'est redevenu très régulier. Mais seulement, j'avais ce poids trop haut. Et à un moment, mais par contre, je n'avais plus de compulsion alimentaire. Donc moi, je me raccrochais à ça. Moi, j'avais trop peur que si je me restreignais, si j'essayais de faire de la restriction en carnivore, ça reparte en vrille sur ça. Donc j'ai traversé une étape où quelque part, je me suis conditionnée et je me suis forcée à dire, voilà, aujourd'hui, ça fait 30 ans que tu as fait n'importe quoi, et ben maintenant, ton poids de forme que tu idéalisais autour de 63 kilos, il est peut-être plus autour de 68, 70. Et c'est OK. Si tu n'avais jamais merdé avec la nourriture, il serait peut-être resté à ton poids de jeune fille et tout ça. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il se sent mieux à ce poids-là et accepte-le, quoi. Et passer ce moment où j'ai voulu vraiment faire beaucoup d'expérimentation dans ce sens pour essayer de me libérer des kilos que j'arrivais pas, je me suis sentie mieux dans ma peau déjà avec cette même apparence en fait. J'ai accepté d'en être là. Alors ça n'a rien à voir avec le carnivore ou ce que tu mets dans ton assiette, mais c'est quand même hyper important pour son apaisement mental, son confort de vie, quoi. Ouais, mais moi, c'est exactement la même chose. Et, l'avantage d'être en carnivore, c'est que moi, du coup, ça a coupé net mes compulsions alimentaires et ça a coupé net, justement, comme ça a coupé net les compulsions alimentaires, ça fait que j'arrive à me raisonner, à pas me restreindre. Tu mets la même situation qu'actuellement dans le régime que j'avais avant, mais j'aurais été dépassée par mes compulsions alimentaires. C'est-à-dire que la peur de grossir, la peur de pas me sentir bien dans mon corps, fait que je serais retombée, enfin, mes compulsions alimentaires m'auraient rattrapée, en fait. Et là où je vois l'avantage et l'avancée par rapport à l'alimentation carnivore, c'est que, tu vois, je vois ce qui se passe, je vois que ça me touche, je vois que je suis pas forcément bien et que voilà, c'est pas mon poids où je me sens bien mais en même temps, je suis hyper calme par rapport à ça. Jamais dans ma vie, j'ai pu, appréhender mon poids ou, comme ça et même en parler calmement et puis en parler comme ça en sachant que ça va être vu, par des gens que je connais pas. Enfin, ça aurait été impossible pour moi. J'aurais gardé ça pour moi et même sans le vouloir, je serais tombée dans mes travers de compulsions et de troubles alimentaires pour justement reprendre le contrôle parce que ça aurait été tellement angoissant pour moi, quoi. Ça aurait été insupportable. Alors que là, c'est comme si, en fait, et ça, mais c'est pour ça que, tu vois, même si ça me gêne, mais pour rien au monde, j'arrêterais pour revenir comme avant. Parce que là, je vois voilà, je vois que ça me convient pas, mais en même temps, je me rends bien compte que hormonalement parlant, donc si ça peut donner de l'espoir aux gens qui écoutent, mais 1 an et demi et au niveau hormonal, il y a quelque chose qui bouge. 1 an et demi après, donc vraiment tranquille, quoi. C'est pas parce que des fois, on voit passer des trucs, ouais, ça fait 3 mois que je fais du carnivore et ça, 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 ça. 1 an et demi, quoi. Et j'ai envie de dire, et moi, je pense que c'est le début de ma réparation hormonale, quoi. 1 an et demi. Donc vraiment, c'est de se lancer dans, ouais, de se lancer dans cette alimentation et juste suivre le processus et être convaincu, ce que je disais tout à l'heure là, tu vois, philosophiquement parlant, ça me parle et pour moi, c'est cohérent et donc du coup, je garde le cap et j'y vais quand même mais je pense que c'est ce qui est primordial. Sinon, quoi que tu mettes dans ton assiette, il y a un moment où tu craques, en fait.
Oui, oui, bien sûr. Je pense que ce dont tu témoignes là, ça parlera à de nombreuses femmes parce que moi, j'ai souvent ça, ce genre de problèmes qui reviennent en commentaire ou en message privé. Ben ça marche pas, j'ai pris du poids. Bon, après, souvent, les gens ne disent pas grand-chose de leur contexte, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que les personnes sont en carnivore depuis pas longtemps. Et il y a vraiment l'erreur commune, c'est l'impatience, quoi. 1 an et demi, c'est tout jeune. Moi-même, en 3 ans et demi, clair. j'imagine qu'il y aura encore d'autres améliorations. Et puis même nous, je vais en venir à une autre question que j'avais envie de te poser. Parce que toi, donc, il me semble que ça coïncide à peu près à ton début de carnivore, mais tu as quitté la France pour aller vivre en Espagne sans parler vraiment bien la langue. Donc, Sans parler du tout la langue. On va appeler un chat un chat. comment tu te débrouilles pour, au niveau. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de la qualité de tes produits, comment tu fais, ton budget aussi, parce que c'est pas évident de tout abandonner, de reprendre une activité, voilà, de reconstruire une vie ailleurs. Et toi, voilà, c'est quand même, même avec tes assiettes, où tu nous parles souvent de tes abats, tout ça, je sais que tu es attentive à ton budget et que des fois, la qualité, c'est aussi compliqué pour toi par rapport à la langue et tout. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce qui est compliqué ici, c'est l'organisation, on va dire. En France, tu as des boucheries, charcuteries, voilà. Ici, il n'y a pas. Par exemple, là, je suis à Malaga, il n'y a pas de boucherie. Les seules boucheries que je trouve, ce sont des boucheries halal, en fait, dans, du coup, les quartiers plus maghrébins. Mais au moins, il y a des boucheries. Ici, les choses vont être organisées en type de marché central. Tu as une espèce de gros marché central qui est ouvert le matin. Et dans ce marché central, tu vas avoir, par exemple, des boucheries. Mais bon, par exemple, moi, là, il faut que j'aille de l'autre bout de Malaga pour aller au marché central. Et c'est ouvert que le matin et ainsi de suite. Donc, niveau viande, je peux trouver ça dans les magasins, en sachant que c'est tout sous barquette. Et j'ai aucune idée enfin, au niveau étiquetage, j'ai aucune idée de d'où vient la viande, qu'est-ce que c'est. Quand je vois que le poulet, il est à 2 €, 2,50 € le kilo, je me doute bien que c'est pas du poulet fermier qui gambade joyeusement pendant X jours dans l'herbe, quoi. Mais j'ai toujours eu cette difficulté-là ici parce que j'ai pas, par exemple, comme en France, la possibilité d'aller dans une bonne boucherie et de choisir des morceaux de viande qui me plairaient. Donc, la stratégie que j'ai trouvée, par exemple, ici, les Lidl, il y a des Lidl aussi en France, mais ici, les Lidl sont plutôt bien, alors qu'en France, j'en avais une vision, voilà. Ici, les Carrefour sont tout pourris, mais les Lidl sont plutôt bien. Moi, en France, j'avais plutôt la vision inverse. Et par exemple, à Lidl, c'est un endroit où je peux trouver, par exemple, de la viande de bœuf, où sur les barquettes, tu as quand même des distinctions. On va dire, ça va être marqué bœuf bio, par exemple. C'est tout con, mais ici, le bio est pas du tout développé. Il y a très, très peu de bio. Donc, je vais avoir, par exemple, un bœuf bio où ils vont mettre bœuf bien-estar, c'est bien-être animal. Donc, tu vas avoir marqué bien-être animal, voilà, mais sans garantie de que sous-tend cette appellation bien-être animal, hein. Donc, moi, j'ai jonglé avec ça, beaucoup acheté J'ai un budget très serré depuis le début. Et j'ai quasiment toute la viande que j'ai achetée, c'est des DLC. C'est-à-dire que moi, j'allais aux heures du Lidl où en fait, ils étiquettent à moins 30, moins 50% les dates qui arrivent à limitation. Et moi, j'achetais tout et je mettais au congèle. Tout ce que je trouvais, j'achetais au congèle. Et du coup, je jonglais avec ça. J'ai toujours mangé énormément d'œufs. Mm. En sachant ici que pareil, les classifications d'œufs, c'est un peu particulier, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, je mange des œufs, je peux pas manger des œufs bio parce que c'est hors de prix, je mange des œufs ce qu'ils appellent Campero, donc qui équivaut à des poules, enfin qui gambadent soi-disant, mais bon, j'ai aucune idée pareil de ce que le label, enfin je sais pas c'est quoi les références du label, quoi, donc je mange ça, c'est
pas les premiers prix, c'est pas des œufs bio, parce que vu la quantité que je mange par jour, les œufs bio, je peux pas suivre. Donc, je jongle avec ça. Et sinon, le seul endroit où je peux trouver des abats, c'est dans les boucheries halal. Alors, je sais en commentaire que ça va partir dans tous les sens. Donc, moi, j'ai juste envie de dire, c'est le seul endroit où j'en trouve. Donc, que ce soit halal ou pas halal, j'ai envie de dire, oui, je vais défendre la cause animale et je ne veux pas rentrer dans un truc religieux, ça m'intéresse absolument pas et j'y vais pas pour ça. Moi, tout ce que je constate, c'est que j'ai besoin de manger des abats et que le seul endroit que je trouve, c'est des boucheries halal, un boucher qui est extrêmement sympathique par ailleurs. Et c'est là-bas que j'arrive à trouver, ou que je peux acheter un pied de bœuf, par exemple, pour me faire des bouillons avec du collagène. C'est là, bah, j'y suis allée en début de semaine, parce que j'étais en déplacement avant. J'y suis allée en début de semaine. Je suis revenue à peu près avec, j'avais, environ 3 kilos de bœuf. Ça m'a coûté 24,24 €. Et dedans, pourquoi? Parce que dedans, j'ai ce que tu m'as dit, là, la poitrine, qui est à 8,50 € le kilo. Donc, j'ai énormément de poitrine. J'ai pris un bout de costillas, je ne sais pas à quoi ça correspond c'est le plat en de français. C'est à Voilà. peu près le même morceau, c'est le même prix en général que la poitrine. Bah là, c'est un tout petit peu plus cher, ça doit être 9 €. Et j'ai acheté des testicules de bœuf à 6 € le kilo, du cœur à 6,50 € le kilo, du foie à 6,50 € le kilo. Et je me suis retrouvée avec 3 kilos de viande et j'en ai pour 24,24 €. Alors oui, il y a des entrecôtes, oui, mais c'est pas ce que je peux acheter. Si je fais une sortie, par exemple, au restaurant, ce que j'ai eu la chance de faire avec un membre du groupe carnivore à Malaga. Ah oui, mais la dernière fois, quand tu avais rencontré Nathalie, Ouais. tu l'avais nommée. Et là, quand tu as Ouais. dit ça, j'ai pas posé la question, mais je me suis dit, ah, mais c'est bien mystérieux. Qui était ce membre du Ouais. groupe? Ouais. Donc, j'ai un membre du groupe qui est venu, du coup, lundi. Il est venu en vacances une semaine, mais moi, j'étais en formation, j'étais à Nantes, donc je pouvais pas être là. Et du coup, lundi, on s'est fait un resto donc avec sa famille, sa femme et ses enfants. Et on a été dans un super resto, le même resto qu'avec Nathalie. C'est mon point de référence viande, parce qu'ils font de la viande maturée extraordinaire. Et bien là, voilà, je vais me faire plaisir parce que c'est l'occasion, parce qu'on a mangé de la viande maturée de 50 jours. Enfin, c'était absolument délicieux. Mais dans les occasions comme ça, où je vais me faire un super bout de viande parce que c'est l'occasion, ou alors si je passe au Lidl et qu'il y a des super entrecôtes à moins 50%, ben même si ça reste cher, parce que du coup, mon entrecôte, même si elle est à 50%, elle est plus chère que mon plat de côte. Mais de temps en temps, ça me permet de jongler. Et après, je vais manger. Alors, j'essaye d'en manger moins, mais par exemple, au petit déjeuner, je mange des œufs. Et avec, je vais plus être charcuterie en fait. Mais je pense que c'est ça qui me crée des aigreurs d'estomac. Donc, je pense que je vais faire gaffe. Par exemple, je vais manger du chorizo. Donc, très compliqué, même si je suis en Espagne, de trouver du chorizo. Il n'y a pas de sucre ni de farine de riz à l'intérieur. Donc, une fois que tu repères, enfin, pour répondre à ta question aussi, pour reboucler sur le truc, j'ai appris au fil du temps à savoir dans quel magasin il y avait quoi et quel type de produit je pouvais, acheter. Par exemple, au Lidl, c'était le seul endroit où je trouvais du bacon sans sucre et ils ont arrêté de le faire. Ça fait plusieurs mois maintenant. Et c'était le seul endroit, donc je ne peux plus manger de bacon ici parce que tous les bacons, c'est des trucs hyper sucrés. Et quand je dis qu'il y a du sucre dedans, il y a du sucre dedans, quoi. C'est pas juste un truc anecdotique, quoi. Donc voilà, le chorizo, je sais où aller pour m'acheter du chorizo où il y a le moins de merde dedans et que c'est du gras de porc, de la viande de porc et puis éventuellement un ou deux stabilisants, à défaut de ne pas en avoir du tout. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une demi-page d'ingrédients. Donc voilà, je vais manger, parce que ça, du coup, c'est pas trop cher. Donc je vais jongler avec du chorizo, des chicharrones d'ici, des spécialités un peu d'ici. Quand je trouve du saumon pas cher, je prends du saumon aussi. Donc le petit déjeuner, ça va être ça. Généralement avec entre 2 et 4 œufs, mais la moyenne générale, c'est 3. Si j'ai pas très faim, j'en mange 2. Si je suis levée très très tôt et que par exemple j'ai sport et que je vais manger tard, je vais m'en prendre 4 et que j'ai faim. Mais sinon, on va dire que globalement, je prends 3 œufs avec des sardines aussi. Je mange beaucoup de sardines le matin. Donc avec soit une boîte de sardines, soit du chorizo, soit des chicharrones, enfin quelque chose qui me fera envie. Et le midi,
Je complémente avec des œufs, parce que sinon j'ai pas assez de viande, mais je mange entre 300 et 400 grammes, en gros à la louche, hein, de viande. Par exemple, mon truc d'à midi, là, ma poitrine, décidément, je ne veux pas retenir le nom, elle faisait 200 et quelques grammes cuite. Donc, mais bon, c'était très gras et j'ai mangé 2 œufs avec et quelques torresnos. Là, c'est de la couenne de porc avec du gras, mais qui est grillé en espèce de, comme un peu les chips de couenne, mais c'est pas des chips de couenne, il y a vraiment de la matière à manger dessus. C'est un peu plus juteux, quoi. C'est moins sec. C'est un peu comme des gratons de chez nous, mais plus croustillant. D'accord. C'est entre les deux. Donc typiquement, mes repas, ça va être ça, en sachant qu'en ce moment, je fais du coup 2 repas par jour, le matin et le midi. Si j'ai faim le soir, je vais me manger un œuf ou deux œufs durs, mais normalement, j'ai pas faim. Si j'ai faim le soir, c'est que j'ai pas assez mangé le midi. Mais par contre, si j'ai faim, je vais manger. Je vais pas me coucher parce que j'ai déjà fait, de faire ma rebelle et d'aller me coucher en mode oh c'est bon, ça va passer, je bois ma tisane et hop au lit. Mais en fait, je suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai envie d'aller manger. Donc je me dis, je mange 2 œufs le soir, au moins je dors tranquille, quoi. Donc voilà. OK, donc sur le sujet avant de passer, justement sur le sujet, du jeûne intermittent parce qu'on n'en a pas parlé, j'avais envie quand même que tu nous parles, un petit peu de ton voyage au Canada et comment ça s'est passé là-bas, pour, justement, tes repas. Est-ce que ça a été facile de rester, carnivore? Est-ce qu'il y a beaucoup d'options carnivores? Comment tu l'as vécu? Eh ben, c'est très, très bien qu'on parle de ça. Parce que je pense que ma spécificité, c'est que moi, je bouge beaucoup. C'est-à-dire que je mange beaucoup, enfin beaucoup, je me comprends. En tout cas, je suis souvent amenée, que j'aille en formation ou quand je suis allée à Montréal ou aussi, par exemple, ici, par exemple, le week-end, je vais prendre un bus le matin, rentrer le soir et puis je vais visiter un coin parce que ici, c'est extrêmement facile de. Tu as un réseau de bus très développé, donc c'est facile de partir sur une journée. Et moi, s'il y a un truc euh, qui me pose vraiment pas problème, c'est rester carnivore 100% du temps, en fait. Quoi que je fasse, où que j'aille, quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis, j'ai jamais eu aucun problème à rester carnivore et je ne comprends pas quand on me donne l'excuse du ah oui, non, mais là, j'avais ça, donc j'ai pas pu rester carnivore. Moi, pour moi, c'est dans tout, j'allais dire dans toutes les alimentations que j'ai fait, mais j'en ai surtout eu une et qui me pourrissait la vie parce que c'était hyper galère à tenir, en fait, de manger Exli. Mais là, en carnivore, je veux dire, c'est. Je reste carnivore contre vents et marées, où que je sois sur la planète. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ça demande de la créativité et de l'organisation. À Montréal, quand je suis allée à Montréal, donc le mois dernier, je suis allée à Montréal, je suis allée, j'ai été hébergée par des amis qui m'ont connue avant. Ça faisait 6 ans que je ne les avais pas vus. Donc, qui m'ont connu avant. Et quand l'organisation du truc s'est faite, donc elle me dit ouais, tu viens à la maison, machin. Et moi, je dis alors, il faut juste que je te donne un tout petit détail. Je mange que de la viande. Et là, elle fait quoi, toi? Parce que forcément, quand j'assassinais tout le monde avec mes salades, je veux dire, j'étais vraiment saoulante. Et je lui dis oui, je mange que de la viande. Et elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, tout ça? Et je lui dis juste, je lui dis je t'expliquerai, mais je mange poisson, viande. En fait, je mange que des produits animaux, fromage. Je lui dis ça, elle me fait bon bah ok, ok, ok. Et en fait, j'ai des amis absolument extraordinaires. Et parce que aussi je dis les choses et que je m'en cache pas et je suis pas en train de négocier avec moi pour dire les choses sans les dire, machin. Moi, j'ai dit je viens, mais je mange que de la viande. Ça me pose aucun problème si je mange dans mon coin et que vous mangez dans votre coin. Enfin, j'ai posé le truc en mode moi, ce que je veux, c'est vous voir. Après, vous faites. Voilà, on s'en fout si je mange pas comme vous. Et j'ai des amis extraordinaires parce que quand je suis arrivée chez eux, déjà, ils étaient au boulot, mais quand je suis arrivée chez eux, j'avais un petit mot en disant on t'a fait un poulet, il est dans le frigo. Donc déjà, j'ai dit bon, ok, je vais pas être rejetée parce que je suis carnivore. Et en fait, ils m'ont chouchouté pendant 15 jours à s'assurer que j'ai assez de viande, à s'assurer que j'ai assez de beurre, à s'assurer que je mange assez. Est-ce que c'est bon comme ça? Ils m'ont fait goûter tout un tas de trucs. J'ai eu droit à mon bacon, entre guillemets, américain, sans sucre dedans. Je me suis régalée. C'était, tu vois, le fait d'avoir dit les choses et de
et je pense d'avoir de l'assurance, enfin, en étant convaincue quand j'ai dit ça. Ils m'ont demandé le premier jour où je suis arrivée là-bas pourquoi je faisais ça, machin. Ils ont remis en question en disant oui, mais peut-être que. Mais je pense qu'on n'était pas d'accord sur le fond. J'ai pas recherché à les convaincre. Mais par contre, ce que j'ai grandement apprécié, c'est qu'ils ont respecté le truc et ils ont vraiment été soucieux de savoir si j'avais, entre guillemets, assez. Donc ça, c'était pour ma vie, j'ai envie de dire, avec eux. Après, quand je sors, par exemple, ce qui est la photo que je t'ai passée là, c'est je vais à Montréal par jour de pluie. Moi, je rentre dans un magasin et puis j'achète. Alors, oui, c'est pas l'idéal. Oui, c'est pas un carni en mode hyper parfait. Mais je rentre dans un magasin. Très souvent, si c'est pas tout le temps, ils font par exemple des poulets rôtis. Tu as de la charcuterie, je veux dire du jambon. Tu as des trucs sous vide. Moi, là, en l'occurrence, j'avais acheté des ribs, même si il y avait, je pense qu'il y avait un, comment ça s'appelle, un truc un peu autour qui n'était pas top top, mais ça m'a permis de manger de la viande. Pas une Il avait glace, pas, ouais, une un truc, marinade. Une voilà. marinade. Je pense que la maridade, elle n'était pas totalement clean, mais bon, c'est difficile de savoir ce qu'il y a exactement dedans. J'ai regardé au niveau de la liste des ingrédients, c'était pas non plus déconnant au niveau du glucide. J'ai dit bon, c'est pas parfait, mais je suis au milieu de Montréal, il caille, j'ai envie de manger chaud. J'avais le côté donc la rôtisserie. J'ai pris des ribs à la rôtisserie et j'ai mangé sous mon kawaii dehors sous la flotte. J'ai mangé mes ribs et puis j'ai continué de visiter Montréal, tu vois. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense en fait qu'on est plus freiné par l'anticipation et la peur qu'on se fait des choses que par ce qui est possible de réellement faire en fait. Parce que tu as toujours moyen de manger carnivore. Toujours. Même si j'ai pas envie de manger 4 tonnes de fromage, si je suis à l'extérieur et que j'ai qu'un bout de comté à me mettre sous la dent, ce qui était mon cas dimanche dernier, eh ben, j'ai mangé beaucoup plus de fromage que d'habitude. Là, j'étais en formation à Nantes. Ma formation à Nantes, c'est 24 heures de bus pour aller à Nantes, 24 heures de bus pour rentrer de Nantes. Et là-bas, en fait, il faut que je reste carnivore alors que je suis en formation avec des gens, qu'il y a des repas qui sont en commun, qu'il y a des repas que j'arrive à faire à côté dans la salle de formation avec quelques personnes qui restent avec moi. Et faut que je trouve comment faire. Je vais au marché, j'achète par exemple les, comment ça s'appelle, là, les jambonneaux. J'achète un jambonneau qui est déjà cuit. J'ai acheté une langue de porc qui était déjà cuite. Et je m'arrange comme ça. Je me fais cuire 24 œufs durs quand j'arrive dans mon Airbnb. J'ai tous mes œufs durs pour mon séjour plus mon voyage retour. Et puis, ben oui, je mange que des œufs durs. Mais en même temps, c'est 5 jours, quoi. Et je m'arrange tout le temps comme ça. Comme j'étais en France, je me suis fait plaisir dans une vraie fromagerie à avoir du fromage au lait cru. Je me suis acheté ma crème au lait cru, ce que je ne trouve pas en Espagne. Je me suis acheté du beurre au lait cru, ce que je ne trouve pas en Espagne. Et je me suis régalée avec des produits super simples. Et pour rentrer, donc j'ai pris le bus samedi soir et je suis arrivée dimanche soir ici. Donc du samedi soir au dimanche soir, dans mon sac, j'avais des œufs durs, le reste de ma crème, c'est ce que j'ai mangé en premier parce que ça ne se conservait pas, le reste de mon beurre qui a bien tenu et le reste de mes fromages. Alors oui, j'ai mangé beaucoup de fromage sur 24 heures. Mais je suis restée carnivore et j'avais pas faim, quoi. Du fromage et des œufs durs. J'avais un pot de rillettes, j'ai fini mes rillettes. Enfin, j'ai fini mes restes, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment, où que je sois, quoi que je fasse, quand je pars ici sur la journée en bus, pareil, je vais pas au resto, j'ai pas les moyens, pas envie, puis j'ai plus envie d'aller marcher, visiter le pays que de rester 2 heures dans un resto. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon cornet de bif, mes œufs durs, un pot avec du sel, un pot avec du beurre, ma boîte de cornet de bif, des œufs durs, je mets des couverts dans une serviette et je me pose n'importe où et je fais mon pique-nique, quoi. Les gens, ils me regardent avec des gobilles comme ça. Je suis sûre que je leur fais envie en plus, mais il n'y a aucun moment. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment facile et c'est plus l'idée qu'on s'en fait. Quand je vais manger avec mes collègues, parce que par exemple, je ne mange pas normalement le soir, mais quand je suis en formation, le soir, c'est là où on sort entre collègues après la journée de formation. Donc, j'essaye de moins manger le midi ou de manger léger et d'aller au restaurant avec eux le soir. Et ben c'est pareil, j'ai un resto où le restaurateur, je lui ai expliqué que je mangeais que de la viande et il est super sympa. Et du coup, il me voit arriver. Donc, il me dit, on met que la viande, hein. Donc, j'ai forcément un plus petit bout de viande parce que je n'ai pas la garniture avec. Mais dans mon sac, hop, j'ai 2 œufs durs, éventuellement un bout de beurre. Et puis, basta. Puis, je mets mes 2 œufs durs dans mon assiette. Et ça ne me gêne pas, tu vois. En fait, je pense que c'est plus la gêne où on se dit, oh non, je vais quand même pas. Ben, moi, je ne me gêne pas, en fait. Ni parce que je suis devant du monde, ni parce que je suis au resto, ni.
je mange quoi et je trouve en tout cas c'est vraiment simple de rester carnivore et les seules barrières qu'on se met, c'est la projection qu'on fait sur les autres, quoi. Franchement, Oui, même oui, bien. avec mon ami, quoi. Moi, je parlais, alors pour le Canada, c'est vrai que ce que je pensais un peu, c'était en termes de qualité et de réussir à trouver, par exemple, du carnivore pas trop transformé. Mais c'est ce que tu as dit, tu es tombé sur des ribs marinés, tu savais pas trop ce que c'était. Mais bon, comme tu avais la Le possibilité. cuit, le cuit, il va être hyper industrialisé. Ouais, voilà. C'est-à-dire que dans les magasins, par exemple, les ribs, tu n'en trouves pas sans marinade. Tu vois, c'est la rôtisserie. Par contre, si tu vas au rayon frais, tu as les morceaux de viande, c'est des coupes différentes, mais tu as les morceaux de viande comme en France. Et j'ai envie de dire, tu as beaucoup plus le choix que moi ici en Espagne. Moi ici en Espagne, je veux dire, c'est vraiment au niveau coupe de viande et au niveau viande disponible, c'est vraiment compliqué. Et même la viande crue, elle est marinée ici. C'est qu'ils mettent tout le temps des trucs dedans, en fait. Tu t'achètes du poulet, le poulet, il est mariné, tu as juste limite à le mettre au micro-ondes, quoi. C'est vraiment, tu as du mal à trouver des bouts de viande. Le steak, ici, tu trouves pas de steak haché sans farine ou sucre dedans. C'est hallucinant, en fait. Donc, au Canada, ça ressemble plus, en tout cas, à la distribution de viande qu'on a en France. Et pour le coup, donc, j'étais chez mes amis. Et eux, en fait, ils commandent, donc ils sont pas du tout carnivores ou quoi que ce soit, mais de manière générale, dans ce qu'ils mangent, en fait, tu as un peu des systèmes comme ça doit exister en France. En fait, tu fais une commande à des coopératives qui sont des rassemblements de producteurs, en fait. Donc, une fois par semaine, en fait, elle va sur un site internet et elle commande des produits locaux et ils sont livrés. En fait, elle reçoit un panier garni où il y a du fromage, la viande qu'elle a commandée. Et donc, à cette occasion, j'ai mangé vraiment de la viande de super qualité avec des morceaux top la classe parce que ça existe. Moi, je sais pas comment et où faire ça ici, par exemple. Alors que tu as des organisations comme ça au Canada. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très facile. Et je suis allée, c'est un peu con dit comme ça, mais je suis allée visiter le Costco, là, leur grand magasin américain. Là. Et c'est pareil, tu as t'as une proposition de viande, fromage, c'est que moi, j'ai pas ici. Quoi. Ici, Oui, c'est oui. compliqué. Quand on voit les vidéos des Américaines, ben, je pense que tu pensais à Steak and Butter Gal quand tu Exactement. parlais de la fille toute fine qui croque dans son steak et dans son morceau de beurre. Elle montre souvent quand elle va faire ses courses au Costco, là, et c'est vraiment, ben, il y a quand même des super promos, de la super viande. C'est vrai que le plat de côte, il est coupé d'une autre façon aux États-Unis, dans l'autre sens. Et du coup, pour toi, c'est pas trop frustrant l'Espagne? Est-ce que des fois, ça t'effleure l'esprit de te dire je bouge de l'Espagne pour avoir de la meilleure qualité ou ta Tu qualité? veux, non, tu veux toutes les news en avant-première. Je Oui. pars d'Espagne le 29 novembre. Ah, bah tu vois, je l'ai Voilà. pressenti. Mais Comme donc, ça, d'accord. Et tu pars dans un autre pays étranger ou tu retournes en France? Ça reste tout. j'ai un module de formation début décembre, parce que du coup, là, je suis en deuxième année enfin, je continue de me former par rapport à la thérapie. Enfin, je me forme à une nouvelle technique et je suis en deuxième année. Et là, du coup, j'ai 5 modules cette année. J'en ai fait 2, il m'en reste 3. Donc là, je pars d'Espagne le 29 novembre. Je vais suivre un module de formation à Nantes et ensuite je pars à Montréal. Je retourne chez mes amis. D'accord. Pour une durée indéterminée peut-être. Pour une durée, pour le moment, jusqu'à fin janvier, où je reviens pour un module de formation. Et après, en fonction de comment ça va se passer là-bas, ou si j'ai pas d'autres idées, soit je retourne là-bas, soit bah, j'aurai un autre plan. D'accord, ok. Ah bah dis donc, je suis contente, j'ai plein d'infos. Ah bah là, non, mais là, t'as la news en avant-première, personne sait ça. Et là, tout le monde le sait maintenant. Et voilà, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression, moi, que tu allais bouger de Malaga pour aller peut-être, tu vois, tu avais montré un périple à Grenade. Je m'étais dit, peut-être, elle va bouger plus dans une autre ville un peu plus sympa d'Espagne. Mais je suis quand même partie quelques jours en Espagne cette année. Alors, c'est un peu plus au nord de chez toi, mais j'ai mangé. Alors, le prix au restaurant, évidemment, c'était quand même. Bah, c'était le même prix qu'en France, tu vois. C'était Ah, c'est très cher, hein.
C'est très 22 très cher ici. euros, un truc comme ça. Mais il y avait une pièce de viande qu'ils appelaient l'entrecôte de Gérone. Et par contre, c'est pas du bœuf, c'est du veau. Mais c'était genre excellent, quoi. Ouais. Et pareil, c'était une coupe que j'avais pas vue en France. Et je me disais, c'est quand même bon. Mais bon, après, c'est un autre budget, bien sûr. Ouais. Et là, c'est le paradoxe, ici, là, c'est que autant j'ai vraiment du mal à trouver de la viande en magasin, autant, par exemple, les restaurants de viande, mais c'est des trucs, mais c'est super bon. Tu as des restaurants, tu as de la viande en restaurant ici, mais qui est juste hallucinante. En plus, ils ont, je sais pas, l'art et la manière de travailler la viande maturée. C'est délicieux, mais c'est un truc. Avant de partir d'ici, je vais me refaire une viande maturée, c'est sûr et certain. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais mangé ailleurs. Et tu as vraiment, par exemple, là, dans le centre de Malaga, tu as vraiment des restaurants qui affichent de la viande. Enfin, tu vois que les gens mangent de la viande. Les restaurants enfin, par exemple, là, dans le restaurant de viande, tu as la vitrine de viande qui est dans la vitrine du restaurant. Donc, tu as toute la viande maturée qui est enfin, qui est visible par tout le monde. Et en même temps, tu vas dans les magasins, c'est une catastrophe. Il n'y a rien, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas. Je fantasme quand je vais. Quand je vois les Américaines ou quand je vais à Montréal et que tu peux voir sur ta barquette viande vache élevée à l'herbe ou viande vache machin ou viande vache truc. Ici, tu as une barquette, c'est marqué Ternera, donc tu sais même pas trop si c'est du bœuf, voilà. Tu sais pas trop l'âge de la bête qui est dans la barquette, quoi. Et tu sais pas trop ce que tu manges, en fait. Elle vient d'où, elle fait quoi, enfin, c'est... Et ça, je trouve ça vraiment difficile ou en tout cas dommage. Mais non, je pense que là, pour le moment, j'ai fait le tour de l'Espagne. Je ne sais pas si je reviendrai ou pas, mais en tout cas, pour le carnivore, c'est pas ce que je trouve le plus confortable. Il y a trop de produits transformés, c'est trop... c'est difficile d'avoir des abats, il y a pas assez la culture, assez con ce que je vais dire. J'allais dire, il n'y a pas assez la culture de la viande, mais en même temps, dans les restaurants, il y a une énorme culture de la viande. Donc, il y a un paradoxe que j'arrive pas à m'expliquer. Je sais pas. Ouais. Je sais pas Et donc, comment ils font ça. maintenant, le dernier point que j'allais oublier d'aborder avec toi, c'est la question du jeûne. Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent, le jeûne long? Enfin, certains font 48 heures par mois. Toi, comment tu organises tes repas? Alors, quand j'ai commencé le carnivore avec un rythme comme j'avais avant, c'est-à-dire 3 repas par jour. J'ai fait ça jusque, je crois, au début de l'été. Assez rapidement, j'ai voulu tester. Je ne sais pas si je suis passée à un 2 repas par jour ou directement en nomade, mais je me suis retrouvée assez rapidement en nomade et ça m'allait pas trop mal. C'est-à-dire que je mangeais en début d'après-midi. Ça m'allait pas trop mal vu que généralement, la plupart du temps, je fais mon sport le matin. Du coup, je rentrais du sport et je faisais mon nomade et je suis restée comme ça jusqu'en, je pense, fin de l'été, début d'automne, où là, j'ai commencé à être sensible au fait que pour les femmes, c'était peut-être pas top d'être en nomade, qu'au niveau hormonal, c'était quand même pas terrible. J'avais quand même bien conscience que j'étais en aménorrhée, même si au bout de 12 ans, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui me hantait non plus, mais j'avais bien conscience qu'au niveau hormonal, il y avait quand même quelque chose à régler. Donc, si je pouvais optimiser ça, c'était peut-être pas plus mal, mais sans que ce soit une préoccupation majeure, parce que pour être honnête, j'étais un peu résignée par rapport à ça. C'est-à-dire que, et en 12 ans, tout le monde s'en est tellement foutu qu'en fait, je me suis dit bon bah c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, voilà. Donc, j'avais quand même ce souci hormonal sans me dire pour autant qu'il fallait que je règle ce problème-là. Mais j'avais quand même ce souci hormonal. Donc, le fait qu'on me dise que de faire un nomade pour les femmes, c'était pas terrible et que au niveau hormonal, c'était mieux de manger au moins 2 fois et particulièrement le matin, je me suis dit ah. Donc là, je suis repassée à 2 repas par jour. Donc le matin et en début d'après-midi. Et sauf si j'ai faim le soir, j'ai envie de dire, je suis encore en cette alimentation-là. Donc, on va dire depuis cet automne jusqu'à, bah, ça va faire un an, l'automne dernier jusqu'à cet automne, puisqu'on est déjà en automne. Et du coup, je sais pas, tu vois, le lien, par exemple, avec ce qui s'est passé au niveau de mon poids, je sais pas quel est l'impact de quoi sur quoi.
Je sais pas si du coup l'OMAD m'a fait maigrir et que du coup après ça m'a fait regrossir de sortir de l'OMAD ou pas, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis encore donc on va dire en régime intermittent, sachant que je ne compte absolument pas. Je suis pas en train de me dire il faut que j'ai 16 heures de jeûne. Je mange le matin, je mange le midi en début d'après-midi. J'essaye de manger le plus tôt possible, mais c'est pas forcément possible. Et du coup, je mange le lendemain matin quand je me lève, en sachant que je me lève très très tôt, donc je déjeune très très tôt. Et ça, c'est pareil, c'est une nouveauté un peu de ces dernières semaines. Je me lève très très tôt. Donc là, je suis un peu en mode grasse mat en ce moment parce que je me lève entre 5 heures et 6 heures. Mais là, je me levais entre 3h30 et 4h30. Ouais, j'ai entendu ça dans un replay de Zoom que tu abordais le sujet, que tu avais des réveils très tôt. Et je suis en forme, hein. et oui, 3h30, je me mets à lire, je me rendors pas, hein, parce que je me dis, je vais lire, ça va me rendormir. Tiens, tu parles. Je défile les chapitres, je me rendors pas du tout. Puis au bout d'un moment, genre à 4h30, 5h, et ben au bout d'un moment, je dis, bon, ben, je vais aller déjeuner, et puis après, je bosse, quoi. Je me mets à bosser. Donc, le soir, tu t'endors plus tôt du coup ou tu te couches bah, quand le même? soir, ce qui se passe là, bizarrement, c'est que autant le matin, ça va bien. Je veux dire, tu vois, là, ce matin, on avait rendez-vous à 10h, j'avais déjà bossé avant, j'avais fait mon article, j'avais bossé ma formation, j'arrive à 10h, limite, j'ai fait ma journée, tu sais. Et, et donc ça va bien, j'enchaîne les trucs. Généralement, là où c'est difficile, c'est après le repas de midi. J'ai un coup de pompe, mais alors un coup de pompe à m'endormir. Donc soit je fais un truc, bah, comme là, on fait l'interview, donc du coup, je saute ce truc-là. Mais par exemple, si je me mets devant l'ordinateur pour bosser, mais je lutte, j'ai un gros coup de pompe et après ça passe. Après ça passe, mais par contre, je suis fatiguée, mais j'ai envie de dire une fatigue saine, le soir, 8h30, 9h, 9h30. Hier, je me suis couchée à 9h30, je me suis mise à lire à 9h30. Je pense qu'à 10h, c'était plié et voilà quoi. Mais je Mais pense que tu pourrais explorer parce que moi vraiment ça a été vraiment un game changer pour moi. C'est alors même si moi je dormais, j'avais pas des problèmes de sommeil, mais c'est les filtres anti-lumière bleue. Hein. ah mais Franchement, ça, moi, je veux trop essayer ça, je veux trop essayer ça. ouais, ouais. C'est Mais tu sais, ça, ça me tu peux acheter ceux-là. C'est Perrine qui me les avait conseillés. Tu portes des lunettes toi ou pas? non. Ah, il faudrait que tu t'achètes des fausses lunettes. Mais en tout cas, ce filtre-là, c'est celui qui se clip comme ça. Euh, et donc, tu le clips sur des lunettes. Mais déjà, dans un premier temps, moi, tu sais, j'ai les trois là qui se clipent à ma Ouais. vue. Mais je sais que sur les différents sites, je crois que sur son site, là, Sleep Better, Live Better, il y en a aussi un unique. Mais Joanne, tu sais, qui a beaucoup exploré le sujet et les lunettes et tout ça, et elle dit, et c'est vrai que celui-là, moi, le premier que j'ai essayé pendant quelques mois, c'était le filtre orange. Dans un premier temps, ça peut être très bien. Maintenant, moi, j'ai le filtre rouge et je suis habituée, même si je regarde un film ou quoi. Alors, c'est sûr, c'est pas. Si c'est un film très esthétique, malheureusement, on l'a un peu en noir et blanc, quoi, ou en rouge et noir. Mais, par contre, de toute façon, je ne vois jamais la fin des films maintenant parce que vraiment, tu as envie de dormir, quoi, très rapidement. Et ça, je suis Non, mais sûre. ça, j'aimerais bien, c'est un truc auquel je pense, sérieusement parce que j'aimerais bien essayer mais il faut que je me penche sur le sujet et puis, que je sache, quoi acheter. Il y a un gars, que je suis sur YouTube en espagnol, en fait, et qui prône le carnivore, personne que je trouve très, très intéressante. Enfin, sa chaîne YouTube est très, très intéressante. C'est en espagnol et il a comment ça s'appelle? Il a une boutique, il a créé une boutique, en fait, avec des articles, pour la longévité. Donc, il y a la mastication pour travailler, la mâchoire, il y a les lunettes, anti-lumière bleue, et du coup, ça m'avait déjà titillé en mode, parce que c'est plus facile pour moi de recevoir des produits espagnols en Espagne, bien que, je parte bientôt et que ce sera peut-être l'occasion de commander, de la même manière que j'attends mon retour en France pour commenter le livre d'Hydra, par exemple, tu vois? Ah oui. Je me dis quand je repasse en France,
c'est là qu'il faut que je me fasse livrer, parce que livrer ici, ça me coûte le même prix que le livre, donc ça sert à rien. Donc voilà. Oui, c'est vrai que les États-Unis, tu as toujours quand même un peu des frais de douane. Bon, voilà, ça s'ajoute quand même au coût des lunettes qui n'est pas négligeable, on va dire. Donc, quand J'ai tu aucune idée des ordres de prix, que ce soit les filtres ou les lunettes. ben, les clips, c'est vraiment pas très cher, c'est genre 40 euros, tu vois. Mais les lunettes, si tu prends les trois, bon, moi j'ai les jaunes, les oranges et les rouges à ma vue, en progressif, là c'est dans les 350 euros. Mais après, si tu prends juste un modèle, je crois que c'est 100 balles, quoi, quelque chose comme ça, à peu près. Après, je trouve pas ça excessif pour que ce soit réglé à ta vue, quoi. Ah non, non, carrément pas. Carrément pas. Mm. Non, non, ça, franchement, souvent, mes progressives chez l'opticien en France, c'est le prix que je Ah bah les ai, ouais. quoi. Donc, Mm. et elles sont vraiment, si je les compare, celles-ci et mes lunettes filtrées, franchement, elles sont aussi bien réglées, quoi. Et j'en vois juste, tu scannes juste ton ordonnance, donc c'est vraiment top. Mm. Ah ouais, ouais. Non, mais je vais me pencher sur le sujet parce que je pense que c'est un levier qui va être important pour moi d'activer prochainement, et ne serait-ce que pour que le sommeil soit de meilleure qualité, que peut-être que je me lèverai un tout petit peu plus tard. Donc, puis ça fait une meilleure, tu vois, un meilleur repos musculaire. Enfin, ton, c'est hyper important au niveau du sommeil. Moi, j'en suis intimement convaincue, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me penche sur ce truc-là bientôt. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Tu vois, tu pensais n'avoir rien à dire et C'est vrai. nous sommes restés déjà 1h11. Tu es le Voilà. record de cette série sur les repas. Donc, eh bien, merci Ouais. beaucoup à toi pour cet échange. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec toi. Et bah, j'aurai sans doute l'occasion dans le futur de te ressolliciter pour de prochaines interviews parce que j'ai Je me vraiment demande bien sur quoi. Hein. non, on verra bien, tu verras. Je vais peut-être prendre quelque chose prochainement, mais je penserai bien sûr à toi et je vais continuer de suivre tes aventures sur Instagram et bientôt au Zoom parce que je vais pouvoir revenir sur les Zooms hebdomadaires. En tout cas, Ouais, merci. et puis sur le blog aussi. Hein. Ah oui, alors oui, c'est pour ça aussi qu'il faut que tu reviennes pour parler, Ah, avant de se quitter, tu peux parler quand même de ton blog Carnivore Attitude, parce que quand tu étais et venu la première fois, tu ne l'avais pas encore créé, mais si tu veux bien nous en parler pendant quelques minutes, qu'est-ce que tu as fait, ce site, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme information? Eh ben, à qui il est destiné? Je pense à toute personne qui a envie de se renseigner sur le carnivore. La, il est en construction, c'est-à-dire que je mets mes articles, mais j'ai tout fait à mano, on va dire. Donc le blog, l'idée du blog, c'était d'allier tout ce qui était autour du carnivore avec mes connaissances au niveau de la thérapie. Et du coup, pour moi, parce que je suis intimement convaincue que l'alimentation carnivore et, par exemple, un accompagnement thérapeutique sont une combinaison idéale, voilà, sont une combinaison idéale, par exemple, pour sortir des compulsions alimentaires particulièrement. Donc, l'idée de ce blog-là, c'était de pouvoir faire un site internet qui puisse donner des informations tant au niveau euh, comportement alimentaire, émotionnel et sur le carnivore. Il s'avère que j'ai fait une page de présentation, mais j'ai pas fini plus que ça le blog. Par contre, je nourris les articles depuis le début et c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et comme ça me demande déjà un temps assez phénoménal, j'ai pas trouvé le temps de structurer mieux le reste du blog. Mais l'idée, là, pour le moment, je parle essentiellement du carnivore parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible pour moi, là, actuellement. Et le concept, c'est que j'essaye de mettre en article tout ce que j'aurais aimé trouver
quand j'ai commencé à m'intéresser aux carnivores. C'est-à-dire que moi, là où j'ai buté quand je me suis intéressée aux carnivores, c'est qu'il n'y avait rien en français. Je trouvais très peu de choses en français, que moi, je maîtrise pas du tout l'anglais. Et du coup, il y avait énormément de... Tu as des chaînes YouTube, tu as énormément d'interviews, de témoignages, tu as énormément de médecins américains ou en tout cas anglophones qui parlent et qui, du coup, développent certains points. Et moi, c'était pas accessible parce que je maîtrise pas l'anglais. Et ce que je fais là dans ces articles, essentiellement, c'est que les choses qui m'ont intéressé ou les interviews qui m'ont intéressé ou les vidéos qui m'ont aidé avec différents points de vue, que ce soit des médecins, des spécialistes, des scientifiques, des anthropologues, des que sais-je, c'est de faire un article qui reprend ce qui est dit dans la vidéo pour en extraire les points clés. Donc du coup en français et je mets l'article en, enfin l'article est accessible dans pardon, pas l'article, l'interview est accessible dans l'article, mais du coup moi j'explique les points importants de l'interview pour qu'elle soit accessible aux gens qui sont comme moi, anglophones et qui ont une très faible maîtrise de l'anglais. Donc voilà, l'idée de mon blog, là, c'est ça, c'est de partager du contenu divers et varié, mais qui tourne autour du carnivore et essentiellement à partir de paroles d'experts et de spécialistes du sujet. Et l'idée n'étant pas de convaincre, l'idée étant vraiment de partager un point de vue, après libre à chacun de, voilà, le docteur Chafi, il pense ça de tel sujet, le docteur machin, il pense ça de tel sujet. Aujourd'hui, j'ai publié un article avec le docteur Zoé Acombe, elle pense ça sur tel sujet. Et voilà, après, à chacun d'avoir une lecture ouverte. Et moi, c'est ce qui m'aurait aidé quand j'ai commencé le carnivore, c'est d'avoir accès à de l'information sans que ce soit quelque chose d'hyper dirigé et qu'il y ait plusieurs sources d'informations pour pouvoir se faire une idée un peu plus personnelle et spécifique. Donc voilà, ce que je fais là actuellement. Donc j'essaye de partager à peu près un article par semaine en ce moment. Et l'idée, c'est au final, c'est de pouvoir associer du coup, vu que j'accompagne en thérapie, l'idée, c'est de pouvoir associer et d'accompagner sur le carnivore et d'accompagner en thérapie pour toutes les personnes pour qui ça bloque, justement. Les personnes qui se lancent dans le carnivore et où il y a des blocages X ou Y, des choses qui font que ça ne marche pas, des choses qui font que les compulsions, elles ne passent pas. Et pour moi, là où il y a un levier émotionnel à travailler pour que les deux puissent avancer ensemble et que les personnes puissent atteindre leur objectif. Je pense que les deux travaillent en synergie. Quand on y arrive en actionnant un levier tout seul, c'est très bien. Quand c'est l'autre levier, c'est très bien aussi. Mais quand on a des choses un peu entremêlées et que du coup, ça avance pas comme on veut vers l'objectif, eh ben, des fois, il y a des leviers un peu en parallèle à bouger. Et mon idée, c'est ça, c'est de pouvoir mettre ça en forme et de pouvoir expliquer ça et de rendre ça accessible sur le blog. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est un peu l'idée. C'est en construction. D'accord. Eh bien, donc, si vous ne connaissez pas le blog de Sophie, bien sûr, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Comme elle l'a expliqué, il y a des tas d'articles qui sont en plus, vous pouvez les regarder, mais ce qui est vraiment génial, c'est que si on n'a pas le temps, on a le résumé, un premier résumé assez développé. Et ensuite, on a une synthèse avec les points clés de l'article. Donc, on peut faire des allers-retours. Moi, je renvoie en commentaire vers ton site parce que parfois, on se répète dans les commentaires alors que, justement, on peut aller sur ton site qui est une mine d'informations grâce à toi, disponible en français. Ouais, et j'ai épinglé en haut du blog parce que c'est ce qui me semble être primordial, c'est les deux bouquins, le bouquin de Saladino et le bouquin de Baker, et où il y a vraiment un article hyper détaillé de ce qui est contenu dans le bouquin parce que c'est deux bouquins qui sont pas accessibles en français, et pour moi, c'est la base de la base du carnivore, t'as tout dedans. T'as tout, en tout cas, toute la base du carnivore, que ce soit l'aspect philosophique comme l'aspect pratico-pratique pour te mettre au carnivore. Et ça, c'est les deux qui sont épinglés en haut du blog parce que je pense qu'il faut commencer par là. Et c'est vraiment, c'est des articles qui sont longs parce qu'ils détaillent vraiment tout
par rapport aux carnivores. Et après, les autres articles, ça va être des points un peu plus spécifiques sur les oxalates, sur le calcium, sur l'anthropologie, sur le pourquoi du comment ça peut aider les diabétiques de type 2, par exemple. Et il y a vraiment plusieurs thématiques, la fertilité, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau de la structure de l'article, moi, j'aime bien quand les choses sont assez carrées. Donc, j'ai essayé de faire ça pour qu'il y ait vraiment un sommaire, pour que s'il n'y a qu'un point qui intéresse, d'aller directement dans le point en question. Et c'est vrai qu'à la fin, je fais les points clés, parce que j'aime bien garder les points clés. Quand j'ai lu quelque chose, j'aime bien avoir l'essentiel à la fin qui me permet d'ancrer. En tout cas, Voilà. c'est très réussi. Après, peut-être que c'est un format qui est moins en vogue aujourd'hui, le blog. Les gens, ils sont plus dans de l'instantané, du visuel, de la vidéo. Et ça dessert un peu la popularité que pourrait avoir ton contenu parce qu'il est hyper qualitatif. Mais seulement, voilà, les gens, ils se dirigent pas forcément vers ce genre de format. Il faudrait trouver une solution, une sorte de passerelle pour pouvoir amener les lecteurs sur ton blog parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit déjà, un contenu très qualitatif. C'est moins sexy qu'une chaîne YouTube, ça c'est clair, je m'en rends bien compte, je me sens un peu seule dans mon blog, parce qu'il y a moins d'interaction, forcément, c'est moins sexy, t'as pas de commentaires, tu vois même pas, enfin moi je vois même pas les gens qui passent, enfin t'as pas, tu vois, autant sur une page Facebook, un truc YouTube, t'as des likes, t'as quelque chose qui te signale la présence de quelqu'un. Le blog, tu sais pas, moi je mets mes articles et après, tu vois, il n'y a pas vraiment de. Si, j'ai 2-3 commentaires ou des personnes qui. Mais c'est pas dynamique comme une chaîne YouTube, ça c'est certain, quoi. Mmh. C'est certain. C'est beaucoup moins sexy, mais bon. Moi, Et je suis pas assez à l'aise pour faire ma chaîne YouTube. ah mais si, je suis sûre que tu pourrais, hein. Si je peux Oh le là là! faire, tout le monde Ah peut bah le non, mais faire. non. Non, là, il me faut un autre régime carnivore, c'est pas assez puissant pour me faire une chaîne YouTube. Eh ben, je te remercie encore une fois, Sophie, d'être venue Bah sur. merci à toi, merci à toi. C'était un plaisir et on se retrouve très vite hein, parce qu'on a une autre réunion après. C'est vrai. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il reste encore un épisode pour la série sur le thème des repas. Ça sera pour la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir Salut! Sophie.